Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, nouveau rebondissement dans l'affaire Patrice Talon. L'homme d'affaires béninois affirme regretter sincèrement le fait d'avoir pu nuire d'une manière ou d'une autre au chef de l'État béninois. Le président Boni Yayi annonce pour sa part avoir accordé son pardon à Patrice Talon. La ville de Bordeaux en France met la diaspora africaine à l'honneur. Près de 3000 personnes sont attendues samedi dans la 5e métropole la plus peuplée de France pour célébrer la journée nationale des diasporas africaines. Et zoom sur Joko Labs, un espace de travail atypique entre le Sénégal et plusieurs autres pays. La communauté entend répondre aux besoins sociaux dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. Le chef de l'État béninois, Boni Yayi, accorde son pardon à Patrice Talon et à ses complices présumés dans les dossiers liés à sa tentative d'empoisonnement et aux atteintes à la sûreté de l'État. Le président Boni Yayi dit vouloir ainsi préserver la cohésion nationale. Cette affaire qui a débuté en octobre 2012 a eu, selon le chef de l'État, de graves répercussions sur la vie sociopolitique et économique nationale et a terni l'image de marque du Bénin. Reportage de Chérel Iwatawema, correspondante au Bénin, commenté par Myriam Issoufali. L'homme d'affaires béninois Patrice Talon a finalement reconnu avoir tenté d'empoisonner les chefs d'État Boni Yayi. C'est à la faveur d'une lettre adressée au président de la République que Patrice Talon a finalement reconnu son implication dans la tentative d'empoisonnement du président Boni Yayi et d'atteinte à la sûreté de l'État. Un aveu qui lui vaut tout de même le pardon et grâce présidentielle accordée ce 14 mai par le président Boni Yayi. Si la médiation active de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf a porté ses fruits, c'est surtout au nom de l'intérêt général du peuple béninois que le président a décidé d'accorder son pardon aux personnes impliquées. Dans l'intérêt supérieur de notre pays et de la priorité que j'ai toujours accordée à l'intérêt général, j'ai décidé, en mon âme et conscience, et en toute liberté, de pardonner. Je réitère ma disponibilité et ma sollicitude sincère et constante à l'endroit des intéressés. Le président Boni Yayi invite par conséquent la justice béninoise à faire en sorte que les 6 personnes détenues dans les 2 affaires puissent recouvrer leur liberté. Le pardon accordé, je serai reconnaissant au système judiciaire de mon pays des dispositions appropriées qui seront prises en rapport avec mes avocats en vue de rendre la liberté à tous les détenus. J'exhorte chaque Béninoise et chaque Béninois à tourner définitivement la page de cette affaire. Dernier rebondissement en date dans ces affaires, l'invalidation par la Cour suprême du Bénin des ordonnances de non-lieu rendues par la Cour d'appel de Cotonou. La procédure judiciaire devait être reprise devant la chambre d'accusation de cette même Cour d'appel autrement composée. Cette sortie médiatique du président Boni Yayi sonne donc la fin d'une bataille juridique qui a débuté depuis le mois d'octobre 2012. Alors même que les autorités nigérianes indiquaient mercredi être désormais ouvertes au dialogue avec le groupe terroriste Boko Haram, ce dernier a sévi une fois de plus. Après avoir multiplié les attentats et enlevé plus de 200 lycéennes, il s'attaque à présent aux forces armées. 4 soldats ont été tués par des membres du groupe près de la ville de Maïdougouri dans le nord-est du pays. L'efficacité, ou plutôt l'impuissance de l'armée nigériane face à ces terroristes est une fois de plus pointée du doigt par la population. Au Cameroun, au Bénin et dans bien d'autres pays du continent, les questions liées aux énergies renouvelables ne sont pas reléguées au second plan. Bien au contraire, leur part plus écologique dans la production d'énergie augmente chaque année. Leur seul inconvénient demeure l'investissement initial assez conséquent et dont les rendements peuvent parfois être fluctuants. Thierry Noiran. Plus de 50% de la population africaine n'aurait pas accès à l'énergie commerciale et devrait se contenter du bois de feu. C'est ce qu'estime un rapport de la Banque africaine de développement. Un enjeu important, d'autant plus que selon les prévisions de croissance économique du continent, d'ici 2025, les besoins énergétiques devraient augmenter de manière considérable. Alors pour pallier à ce problème, plusieurs gouvernements se sont tournés vers les énergies renouvelables.
Il est clair que les énergies renouvelables, elles sont très liées. D'ailleurs, c'est une chance qu'il y a une grande diversité d'énergies renouvelables. Elle est liée à la géographie de chaque pays, mais l'Afrique a cette chance, le Cameroun notamment, a la chance de pouvoir avoir toute forme d'énergie renouvelable. Une chance dont l'exploitation reste encore au niveau embryonnaire. En effet, les initiatives et projets d'utilisation d'énergie verte sont de plus en plus nombreux, mais le financement manque. Nous avons le biogaz. Le biogaz, c'est un mélange de plusieurs gaz, à savoir le dioxyde de carbone, l'hydrogène sulfureux, l'ammoniac, le méthane, la vapeur d'eau. Alors ici, nous épurons ce gaz pour avoir le méthane pour beaucoup plus 3 types d'énergie. L'énergie de cuisson pour cuisiner, l'énergie d'éclairage avec des lampes à mèche et l'énergie électrique. Une exploitation à petite échelle qui fait ses preuves et mériterait de se frayer un chemin dans les grandes villes et grandes entreprises. En effet, l'Afrique représente une source importante de réserves naturelles et d'énergie renouvelable, en particulier en Afrique subsaharienne. Le continent pourrait ainsi y avoir la main mise sur ce marché qui inéluctablement sera le moteur du monde énergétique. La seconde édition de la Journée nationale des diasporas africaines aura lieu samedi à la Cité des Diasporas de Bordeaux, en France. Après le succès de l'édition inaugurale 2013 en plein cœur de la Perle d'Aquitaine, celle de cette année sera entièrement dédiée à la promotion et la valorisation de la richesse économique et culturelle de la diaspora africaine de l'Hexagone. Mokhtar Ba. Bordeaux valorise la diaspora africaine. Un an après la première édition, environ 3000 personnes d'après les organisateurs sont attendues pour la deuxième édition de la Journée nationale des diasporas africaines. L'objectif majeur de cette deuxième édition est de mieux valoriser les compétences des représentants des Africains de la diaspora. L'ambition est d'abord d'être en écho avec cette préoccupation des pays africains qui, dans le cadre du cinquantenaire de l'Union africaine, ont souhaité faire de la diaspora un État supplémentaire dans le cadre de l'organisation panafricaine. Il s'agissait donc pour cette diaspora qui vit son africanité en dehors du continent de prendre ses responsabilités et de mettre à disposition son potentiel et ses compétences, son expertise à la disposition non seulement du pays d'accueil qui est la France ou du continent d'accueil qui est l'Europe, mais également du continent africain et de ses pays. Cet événement sera marqué par la communion de l'Afrique avec les autres communautés vivant loin de leur terre d'origine. Elle permettra aux différentes diasporas d'exposer leurs spécificités et de rappeler les liens historiques entre Bordeaux, ville cosmopolite par excellence, et le continent africain. Je pense que quand on voit aujourd'hui l'enthousiasme qui entoure cette deuxième édition, on se dit on avait bien fait, et Alain Juppé notamment avait bien fait aussi de porter politiquement cette ambition, qui est effectivement une ambition partagée par l'ensemble des acteurs économiques, universitaires, etc. Et donc, et c'est la première fois qu'en France, une municipalité prend accord d'articuler et d'impliquer la diaspora dans un tel projet. Hormis les expositions et autres animations qui attireront l'attention des visiteurs, la Cité des Diasporas sera également un lieu de rencontre et d'échange entre les acteurs engagés dans la relation entre Bordeaux, la France et l'Afrique, avec en toile de fond un devoir de mémoire. Au Sénégal, la plateforme Jocolabs que vous allez découvrir est financée à hauteur de 90% par ses membres. L'ambition de ceux qui font vivre cet espace communautaire dédié aux entrepreneurs est de révolutionner le numérique sur l'ensemble du continent africain. Myriam Issoufali. À Dakar, la révolution numérique a un nom, Jocolabs, un espace de travail partagé dans lequel se partagent créativité et innovation numérique. Bien plus qu'un action tank, la communauté Jocolabs veut répondre aux besoins sociaux non satisfaits dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. Un réseau de coworking encourageant l'échange et l'ouverture, l'un des domaines de l'économie collaborative. En fait, on agit comme un action tank, donc non pas un centre de réflexion classique de chercheurs, mais des entrepreneurs qui se posent des questions pour faire émerger un nouveau monde, le monde justement de l'économie numérique qui est en devenir. Et pour ça, étant au croisement de tous les échanges qu'on peut voir sur des choses extrêmement avancées, sur différents métiers, sur des choses plus classiques, on va tenter de porter des projets.
Cette communauté de passionnés est à l'origine de la création de nombreuses plateformes pédagogiques au Sénégal. En 2012, Samabat est créé en vue des élections présidentielles. Et la dernière en date est la création d'un laboratoire de fabrication numérique au Sénégal. Les Fab Labs, en fait, c'est quelque chose qui vient du MIT où on a détourné des machines de prototypage, donc les imprimantes 3D, tout cet univers-là, des fraiseuses et autres, donc des outils à commande numérique. Donc c'est là où on trouve le lien avec le numérique, avec lesquels donc on peut produire des outils. Faire de la révolution numérique un moteur de développement du pays, tel est l'objectif de cet incubateur et laboratoire numérique. Cette coworking devra tout de même tenir compte des réalités. Seulement 16% de la population sénégalaise utilise l'Internet. Installée actuellement dans 5 pays, cette Tech Lab ambitionne de conquérir le cyberespace de tous les pays africains. Le 13 mai de chaque année, le Niger célèbre la journée de la femme nigérienne. Cette célébration est le symbole d'une victoire, celle obtenue par les femmes qui se sont mobilisées pour exiger le droit de participer activement à la conférence nationale de 1991. Reportage de Géraldine Noubadan, correspondante au Niger. 13 mai 1991, les femmes nigériennes s'étaient levées pour réclamer le droit de participer aux travaux de la conférence nationale. 23 ans plus tard, elles continuent de se battre pour que leurs droits soient respectés mais surtout conservés. Ainsi, chaque année, une journée leur est consacrée. Cette édition 2014 de la journée de la femme nigérienne avait pour thème la promotion du leadership féminin. Lorsque on parle de leadership, on parle aussi de responsabilité donc, et d'ouverture. Lorsqu'on parle de leadership féminin, c'est aussi l'expression libre de la femme dans le domaine de l'emploi, dans le domaine socio-professionnel, dans le domaine de la créativité, dans le domaine de l'innovation. Loi sur le quota, politique de la promotion de la femme dans l'administration sont quelques-unes des avancées que la femme nigérienne a obtenues au fil des ans à travers des luttes quotidiennes. Mais le combat pour l'égalité des sexes est loin d'être terminé. Un leadership ne se donne pas, il s'acquiert. On est leader ou on ne l'est pas. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que les autorités acceptent que la femme a une place dans la société. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En 23 ans, la femme nigérienne a certes obtenu des résultats pour son émancipation. Mais tant que la femme rurale ne connaîtra pas ses droits, il restera toujours du chemin à faire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight.